Qu'attendre des prochains iPhones? Apple prépare un iPhone 17R ultra fin, prouesse technique ou pari risqué pour l'autonomie? Quelle nouveauté pour les modèles Pro entre design revisité, photo boostée et écran nouvelle génération? Que cachent vraiment les entrailles des prochains modèles? Une puce A19, toujours plus de RAM ou encore un modem made in Cupertino? Apple osera-t-elle enfin lancer un iPhone pliable pour rivaliser avec Samsung? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat préféré, votre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ils sont déjà très dissipés en plateau alors même qu'on n'a pas commencé cette émission. On est très sérieux. Mais d'abord, un salut particulier, c'est important. Membre du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant et contre quelques modiques euros, vous soutenez ORLM et ses équipes. On dit bonjour aux équipes en régie. Coucou la régie, comment ça va? Ah, on vous a pris par surprise, hein, voilà. Ils sont sur le coup. Et voilà, on peut nourrir tous ces braves gens qui travaillent derrière dans l'ombre, jour et nuit pour nous, hein, qu'on exploite, évidemment, vous pensez bien. Et accessoirement, vous pouvez, bien sûr, regarder l'émission en avance, rien que pour vous, poser des questions directes et venir assister à l'émission, ici, en régie, et voir toutes les coulisses. C'est un bon moment à passer ensemble. Au Village Bassy à Paris, pour toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo, ou encore en scannant ce magnifique QR code. Ils sont très dissipés parce qu'ils sont tout contents de Ils frétillent. Ils frétillent d'imaginer ce qu'Apple va pouvoir lancer à la rentrée, à savoir les nouveaux iPhone 17 à mes côtés en plateau pour nous dévoiler l'iPhone 17. Tonton comment? Tonton Stéphane, bonjour tonton. Ça va bien? Bonjour Olivier. C'est ça ou Capitaine Haddock, hein, donc, je me mettrai en bleu et je mettrai une casquette la prochaine fois. Essaie les rayures la prochaine fois. D'accord, je crois qu'il va adorer le réalisateur. Voilà, et tu es sur le coup parce que cette semaine, il y a aussi l'annonce de son concurrent, de cet iPhone 17R dont on va beaucoup parler. C'est le S25 Edge. Exactement, parce que Samsung avait fait un One More Thing... Avant Apple. Avant Apple, voilà. On va en parler. À mes côtés également, celui qui va essayer de défendre Apple face à l'ogre coréen, monsieur Laurent Pantanat. Salut Laurent. Je suis en grande forme. Je suis grand défenseur. Grand défenseur. Ça va, vous avez plein de mauvaise foi. Non, je défends les Coréens. Surtout quand elles se font agresser dans les rues de... Mais en passant. Et, c'est de mieux en mieux. On va arrêter les émissions avec Donald Trump, machin. Ça le remet dans des états bizarres. Allez voir l'émission la semaine dernière. Allez, on enchaîne avec le premier sondage. C'est le sondage de la semaine. D'ailleurs, il y en a 15 cette semaine. On vous a posé une question toute simple. Qu'attendez-vous du nouvel iPhone 17 et sa gamme, entre la version R, la version Pro, la version Max, voire même une version Ultra. Et vous étiez 15, tiens, c'est toi qui le fais, Laurent. Excuse-moi, je t'ai volé la parole. Écoute, donc, un modèle plus fin, 15%, un Siri plus intelligent, 45%, un modèle pliant, 15%, 12% et demi, et Face ID sous l'écran, 27% et demi. Je vais me permettre un commentaire, et je pense que tu devrais nous poser la question, quand tu parles de ces sondages, vous dire, et vous, selon vous... Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le Face ID sous l'écran serait pas mal, je trouve, et pourquoi je suis pas d'accord avec les gens qui ont dit un Siri intelligent? Parce qu'en fait, c'est pas lié au téléphone. Siri, c'est l'OS. Oui. Donc, bien évidemment que l'on veut un Siri plus intelligent. On veut un Siri intelligent tout court. Mais j'ai tendance à dire, Siri intelligent, tu as bien fait de poser la question, ça reste lié à l'OS et c'est pas forcément lié au téléphone. Donc du coup, la première qui me plaît là-dedans, pour moi... si tu n'as pas assez de gigas de RAM pour faire tourner Apple Intelligence. Hein. On va beaucoup en parler. On en parle juste après. Mais du coup, le Face ID, c'est vrai que si on réduisait cette encoche, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Ce qui est quand même assez inquiétant, on est quand même un public très connaisseur, très fan d'Apple. La principale avancée qui serait un modèle plus fin avec l'annonce de l'iPhone 17R, qui a un secret polichinelle, puisque la concurrence a déjà préparé la réponse, tu vas nous en parler dans un instant avec le Samsung, ne recueille que 15% des voix. C'est loin d'être la préoccupation première d'avoir un iPhone plus fin. C'est Siri intelligent, et en fait, quand je voyais, j'ai vu le sondage sur Twitter, et avec les résultats que Laurent vient de lire, j'étais en train de me dire, mais on a déjà tout ça chez Samsung depuis plusieurs années. Je dis ça, je dis rien. Mais même quand Apple annonce un produit qui aura lieu, donc qui va sortir en septembre, même la concurrence ne suit plus, elle le devance et sort donc dans cette semaine, donc le 13 mai, ce nouvel appareil et qui va envahir. Même si on entend parler quand même que ils ont beau avoir fait des annonces, ils vont beau le présenter cette semaine, ils l'ont présenté cette semaine.
ils sont peut-être pas sûrs de le produire parce que c'est pas si simple quand même de produire des appareils comme ça. On va en parler, on va voir qu'il y a beaucoup de... C'est pas si simple de produire je précise. Un téléphone ultra fin. Pas mal de réactions, Laurent, sur Twitter, sur X, puisque c'est ainsi qu'il se nomme désormais, sur ces annonces possibles cette semaine. Ouais, on a Georges Guge qui nous dit... Jean, pardon. Là, tu me demandais si j'avais pas mes lunettes. Non, j'ai pas mes lunettes. Je pense qu'il y a besoin de lunettes. Nous attendons de l'efficacité et des innovations comme d'habitude. Meilleure autonomie, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, puce 5G avec la fameuse C1 ou C2, point d'interrogation. C'est des fameux modems d'Apple, on va en parler. Moins de chauffe sur le Pro à cause des caméras avec une chambre à vapeur. Alors ça, c'est la dernière rumeur. Il y aurait une système de refroidissement particulier sur le nouveau Pro. Ouais, on en parle tout à l'heure, je me semble. Hein. Ouais. Pour les pros, Thunderbolt 5 pour des transferts rapides. Et on sait que, je sais qu'on entend souvent Didier. Justement, on entend souvent Didier se plaindre en disant, mais quand on est en tournage à l'extérieur et qu'on a besoin de vider filmer à l'iPhone, c'est génial. Mais quand on a besoin de les vider, c'est une tannée. Mais en 4K, moi, je le regardais à chaque fois en disant, c'est un truc d'enfant gâté. Et donc, on a tourné pendant 3 jours non-stop au Grand Prix de France historique au Castellet, et on a utilisé que des iPhones, et on a vidé les iPhones au fur et à mesure pour voir est-ce qu'on a les images sont bonnes et tout ça. Et en fait, c'est le temps que ça te prend. En fait, c'est un temps qui est inutile, parce que tu es obligé d'attendre. C'est pas un temps où tu as besoin de voir la photo, tu es là, et dans le process, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mince, Didier a finalement raison. En usage pro, pour filmer, c'est vraiment une problématique. Votre réaction de Didier, si tu m'entends, je te présente des excuses. Il n'est pas là cette semaine parce qu'il a de bonnes raisons. Voilà, on dira ça. Ah bon? Oui. Il y a une autre réaction de François SLN, Laurent. Donc François SLN qui nous dit « Bonjour l'équipe, la vraie question est pourra-t-on faire confiance à Apple et à ce qu'ils annoncent ?» Point d'interrogation. Alors, pas mal, hein, le pied-bouche. Car sans Apple Intelligence, changer d'iPhone n'a aucun intérêt. Car nous savons que les nouveautés seront juste incrémentales. On saura ça à la W. C'est dans 2 semaines, hein, donc c'est dans pas longtemps. Pour ceux qui n'ont pas compris le pied-bouche, c'est que Apple a fait des annonces l'année dernière à la DubDub, donc la conférence développeur, en faisant même des démonstrations de choses qui devaient sortir dans l'année, qui finalement sortiront possiblement un an et demi après l'annonce, alors que ça devait sortir dans les 6 à 9 mois après l'annonce. Donc ça veut dire que Siri. Oui, ça veut dire qu'il y a Siri plus intelligent, plus réactif. Non, mais Apple a même retiré des vidéos de démonstration, tu vois, on n'avait jamais vu ça avant, quoi. C'est vrai que Stéphane, Laurent a raison de le souligner, et notre tweetos également. Apple a beaucoup à se faire pardonner. On a hâte d'être à la WWDC pour voir s'ils vont faire un monde honorable. Bah oui, en plus, donc d'après les rumeurs qu'on a pu lire par-ci par-là, cet OS, cette fois-ci, 19, ça sera? Oui, déjà. L'iOS 19, déjà, est annoncé comme la plus grosse révolution en termes de fonctionnalité, de design depuis le début. L'interface. Donc, on s'attend quand même à quelque chose de bien. Et iOS 7. iOS 7, c'est vrai, mais bon, il y avait un sacré gap. Non, mais même, je pense que là, comme on est sur de l'IA intégrée, et moi, surtout, ça va paraître un peu bizarre que je dise ça, surtout avec toutes les émissions qu'on a pu casser du sucre à ce sujet-là, mais j'ai énormément confiance en Apple pour intégrer de façon transversale et quasiment transparente les modules d'IA dans les outils que nous utilisons au quotidien. L'enjeu, c'est de le faire à temps. Le faire à temps, mais par exemple, j'adorerais qu'on ait une nouvelle version de Contact. C'est pas le sujet, mais une nouvelle version de Contact qui n'a pas évolué depuis des années, de la météo, qui peut nous donner des trucs sur tiens, t'es allergique au pollen, et ben non, on ne va pas là-bas. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà, que ce soit un véritable assistant, quoi. Même la calculatrice, tu vois. Ils l'ont fait là, dernièrement. Ouais, mais tu vois, tu te rends compte que il y a plein de petites choses, tu vois, qui sont indignes d'Apple, au sens, encore une fois, l'idée, c'est pas de casser, c'est on est habitué. Je vais vous avouer un truc. J'ai dû revoir la conférence de Steve Jobs de 97 et de 98, les 2 conférences. Donc c'est celle où il rappelle la matrice. En fait, c'est la conférence de son retour. Quand il revient chez Apple et qu'il n'y a pas encore de produit prêt, il reprend les commandes et il explique comment il va essayer de redorer le blason d'Apple. Ce sont 2 masterclass. On oublie avec le temps, on raconte toujours les mêmes histoires, la matrice, mais en fait, il raconte plein de choses sur le produit. Il raconte la perception qu'il avait, la perception il a la totale vision de ce qu'il va faire durant les incroyable. C'est incroyable. Il ne va pas dire qu'il va sortir un iMac, un iPhone et un iPod, mais on comprend l'importance du produit et la vision et le chemin qu'il veut prendre. L'important, c'est le produit. Et il dit cette phrase que j'ai oubliée, il dit quand on a beaucoup de produits,
on peut plus faire d'itération qui crée de la valeur, donc on choisit l'itération sur certains produits. Alors que quand on n'a que 4 produits, on peut faire, au lieu de faire des itérations tous les 18 à 24 mois, on peut faire des itérations qui créent de la valeur tous les 9 mois. Et en fait, j'ai essayé de m'amuser, je pense que je le produirai, j'ai essayé de prendre la matrice qu'il avait faite et de mettre dedans les produits. En fait, c'est incroyable. Ingérable. Ingérable. Mais même les écouteurs, même les HomePod, même tout ça, tu te dis, c'est plus possible, en fait. Je dis pas qu'Apple revienne avec 3 produits. Je dis juste que, je sais pas combien d'iPad on a. Mais quand dans les années 90, on avait des imprimantes, on avait tout un tas d'outils qu'il a arrêté. Il a arrêté comme ça parce qu'il y avait trop de produits. Bah ouais, voilà. Donc on a vu ce que ça pouvait donner. Steve Jobs avait l'habitude de dire que tous les produits d'Apple, de la gamme, devaient tenir sur une et unique table d'un Apple Store. Aujourd'hui, il en faut plusieurs, c'est clair. Autre réaction d'Antoine, qui va dans le même sens que vous concernant le logiciel. Ouais, il dit que d'un point de vue matériel, au final, pas grand-chose. Continuez à suivre les améliorations que l'on peut avoir chaque année. La vraie bataille est côté logiciel maintenant. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Ce qu'on peut ajouter sur le hardware, ça serait pour moi des choses qui rendent la vie, encore une fois, comme tu le disais, de l'utilisateur. Donc une plus grande batterie. Moi, aujourd'hui, en fait, je charge. Alors, je sais pas si, je l'ai déjà dit, je sais pas si les auditeurs le savent, mais moi, j'ai un système qui, quand j'arrive à 30%, m'alerte. Quand je descends à 30%, il me dit, il y a un message, un vocal. Faut penser à le charger. Il me dit, Laurent, tu viens de franchir la barre des 30%. Parce que non, je me retrouvais à parfois sortir, partir en rendez-vous. Bien sûr, je suis obligé d'avoir une batterie. J'ai toujours une batterie dans mon sac aujourd'hui. Je pense qu'on aimerait avoir des batteries une batterie qui tienne, qui te sécurise professionnellement parlant. Donc toi, tu veux plus d'autonomie. Moi, je veux plus d'autonomie, et après, je veux un iPhone qui marche bien, qui soit solide, qui soit robuste, qui ait pas de, mais c'est lié au logiciel, hein. Il a raison. Tu n'es pas un fan de l'annonce principale cette année, qui serait le 17R, on va parler dans un instant. J'en suis une version un peu plus costaud. Non, je suis fan, c'est l'autonomie. Ouais, écoute. Oui. C'est autonomie, c'est justement le pari que fait Apple, l'iPhone 17, et on en parle dans ce prochain chapitre. On le disait déjà en préambule avec Stéphane, Apple s'apprête à introduire au mois de septembre un tout nouvel iPhone 17, tout à fait différent en matière de design, un modèle baptisé Air, ultra fin, avec une épaisseur d'environ seulement 5,5 mm. Ce serait déjà plus fin que le modèle que devrait annoncer cette semaine Samsung. Ce sera en tout cas, une chose est sûre, le modèle le plus fin qu'a conçu Apple depuis que l'iPhone existe. Même plus fin que, Stéphane, que l'iPhone 6, souviens-toi, qui faisait simplement 6,9 mm, mais qui n'était pas sans poser problème. On se souvient du Ben Gates, ça se rappelle. Ah oui, c'est vrai que ça s'explosait, mais c'est vrai il avait été accusé de pouvoir se plier en raison de sa finesse. Bon, il y avait eu pas mal de vidéos où on voyait des personnes légèrement... Un peu exagérées quand même. Obèses. Moi, j'aurais pas réussi à le plier. Non, mais c'est légèrement... Même, on va dire la réalité, que tu es complètement obèse, et les mecs, ils faisaient exprès quand même de s'asseoir dessus. De s'asseoir dessus, et voilà, de faire en sorte de prouver. C'était peut-être déjà à l'époque de quoi faire des vues sur YouTube. Apple joue quand même la prudence sur ce modèle, et le ferait un peu plus compact avec un écran plus petit pour éviter justement ce phénomène. Oui, c'est vrai qu'ils avaient prévu un écran de 6,9 pouces, et là, ils seraient ramenés à 6,6 pouces pour éviter donc soit cette controverse de téléphone qui pourrait se tordre, mais c'est quand même une première. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 2017, il y avait l'iPhone 10 qui sortait et qui était un nouveau format par rapport à ce qu'on avait. C'est la première fois où dans le form factor, on n'avait pas de fameux bouton qui était en bas. C'est un peu ça, parce qu'on va avoir quand même des téléphones Air, ce téléphone Air qui va arriver, et des Pro et des Pro Max, etc., qui vont aussi être à côté, qui seront probablement semblables à ceux qu'on a là, ou presque. Donc c'est vrai qu'ils prennent un risque, c'est un form factor différent, et ils n'avaient pas fait ça depuis combien d'années? C'est quand même, ça faisait très très longtemps. Très longtemps, effectivement, qu'on n'a pas... C'est un risque, donc il faut qu'ils limitent le risque aussi. Laurent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ce sont des suppositions, puisqu'ils ne sont pas encore là, mais ce qui est annoncé, ça serait 5,5 mm. Aujourd'hui, le téléphone le plus fin, le smartphone le plus fin, c'est Technospark Slim, je crois qu'il s'appelle. Il a été annoncé au Mobile Worldwide Congress à Barcelone en 2025, il y a quelques semaines, quelques mois, et il fait 5,75 mm. Ça voudrait dire que Apple sortirait pour la première fois depuis longtemps quelque chose qui est plus petit, qui est, tu vois, plus fin que quelque chose. On sait qu'Apple est plutôt suiveur, tu sais, dans les approches. Donc ça serait pour la première fois où il serait celui qui a fait le plus fin en ce domaine. Donc ce qui est assez intéressant, c'est peut-être un renouveau. Ils avaient sorti le MacBook Air, qui était l'ordi le plus, tu vois, ça avait vendu avec les enveloppes. Et ce week-end, je suis calé dans un Starbucks, regarder la
la nomination du pape jeudi dernier, et par le plus grand des hasards, donc, ça tombait au moment où j'étais en train de prendre, et je regardais autour de moi, il y avait plein d'élèves, d'étudiants, et en fait, toutes les filles qui étaient là avaient toutes des MacBook Air. Et les mecs avaient soit du Mac, soit du PC, mais il y avait, tu vois, c'était l'équipe 50-50, il y avait à peu près une dizaine de personnes, et sur les 5 filles qui étaient là, elles avaient 5 MacBook Air. Et comme quoi les filles ont beaucoup de goût. Ouais, c'est drôle. Hein. En tout cas, ça fera une vraie différence. On l'a dit, 5,5 par rapport à l'iPhone 6, qui faisait déjà 6,9, qui était vraiment très, très, très fin. Et puis beaucoup plus fin aujourd'hui que l'iPhone 16. Hein. L'iPhone 16 fait 7,8. Et mon iPhone 16 Pro, il fait carrément, regardez la brique que c'est, il fait 8,25 mm, donc ça fera une énorme différence avec les iPhones d'aujourd'hui. Mais c'est un design, Stéphane, qui aurait pu être beaucoup plus radical si on en croit la newsletter de Mark Gurman. Ah oui, Mark Gurman de Bloomberg donc, affirme que le design actuel de l'iPhone 17R est en réalité une version édulcorée d'un projet bien plus radical. En fait, Apple aurait en effet envisagé de lancer un iPhone sans aucun port physique. Ouais, on l'entend depuis quelques années, cette idée-là. S'appuyant uniquement sur la recharge et le transfert de données sans fil. Voilà, on pourra encore plus cloisonner peut-être... C'est quelque chose qu'on entend récurrente et ils ne l'auraient pas fait, on le sait pour quelle raison ? Ils craignent, il y a les régulateurs européens qui pourront éventuellement leur dire que vous devez vous ouvrir. USB-C, par exemple. Oui, ce n'est même pas ça, c'est qu'en gros, ils seraient obligés d'ouvrir leur système d'AirDrop ou de n'importe quoi pour pouvoir permettre justement que ça puisse être compatible avec n'importe quel système. C'est un peu ça, un peu l'idée. L'avantage de l'Europe, c'est que parfois, ça peut contraindre les géants à éviter d'être auto-centrés sur eux-mêmes et de faire éventuellement des choix qui peuvent être faits au détriment des consommateurs. Là, pour le coup... Tu sais ce que j'aime en toi ? Oui. Tu sais ce que j'aime en toi ? Tu es un syndicaliste de base ? C'est que tu es constant. Depuis que je te connais, sur ce plan-là, tu es aussi adorateur que moi je suis détracteur de cette philosophie, mais j'admire ça. Mais non, mais qu'est-ce que je te dis ? Attends, mais là, pour le coup, imagine quelqu'un qui a un ordinateur qui n'est pas compatible avec AirDrop, pour faire le transfert de données. Comment en fait-il ? Mais il le fait pas, il reste dans l'écosystème Apple. Il s'achète un disque dur et s'il n'a pas l'argent pour s'acheter un Mac, USB-C. Il s'achète pas un Mac. Il s'achète pas un Mac. On a déjà eu cette discussion lors de l'événement. Rappelle-toi, je vais le redire et je vais me faire encore des ennemis. C'est discriminatoire. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont un iPhone et ceux qui rêvent de s'en payer un. Oh là, okay, donc, tu vas te prendre mais non, mais tu sais, un jour on a posé la question aux écoles de commerce. Comment on classe les écoles de commerce ? Les écoles de commerce, le classement, il est très simple. C'est pas le salaire à la sortie, c'est à l'entrée. C'est tu poses à un élève l'école A et l'école B, ok ? Et ben si la majorité des gens disent moi celle où j'irai c'est l'école A se trouve mieux classée par effet rebond. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui te disent à l'ESCP, à l'ESSEC, les cours sont plus intéressants qu'à HEC. Néanmoins, les gens choisissant HEC est numéro 1. Et c'est indéniable et on ne discute pas ça. Et bien là, c'est pareil. Tu poserais la question aux gens en disant, voilà, tu as un iPhone ou tu as un Android, ok, de même facture, tu verrais que les gens choisiraient un iPhone. Et les gens, et je t'assure, sous réserve de la présentation des sorties, parce que là, on va avoir 2 produits totalement similaires qui sortent la même année. Ouais, mais très bien. Qui sont la même taille plus ou moins, qui vont être le même truc. Arrive à anticiper, alors que la vague a été initiée plutôt par Apple. On va voir comment les choses vont se donner. Alors, on a la seule info qu'on connaît véritablement aujourd'hui, on va en parler de cette finesse, comment Apple a réussi à shrinker, donc à rétrécir, à rendre le plus fin possible, ce que j'ai bien besoin en ce moment d'amaigrir, ça allait chercher le mot. Apple. Son iPhone. On a une certitude, c'est qu'a priori, Apple, pour la première fois, ce serait le premier téléphone du marché, à ma connaissance, qui ferait l'impasse sur la carte SIM. Ce serait le premier téléphone sans carte SIM partout, dans toute sa fabrication globalement, parce que maintenant l'eSIM est en train de se globaliser. l'eSIM, c'est quand même quelque chose qui est bien écologiquement parlant, mais aussi très pratique, parce qu'on peut cumuler, je vous rappelle, sur iOS, en tout cas jusqu'à 8 eSIM avec 2 actives en parallèle, Max, ouais. ce qui est quand même bien. Peut-être qu'à 8 lignes. Donc 8 lignes, c'est en gros. Si on va à l'étranger, on peut carrément avoir une ligne dans chaque pays. Exactement. Bon, par contre, ça peut poser problème, et qu'il y a certains, on sait que l'eSIM n'est pas très fan dans certains pays asiatiques où est produit l'iPhone notamment. Donc on peut penser qu'il ne sera pas vendu en Chine. En Chine, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs téléphones et ils ont chaque fois une carte SIM. Je pense quand même que ça va se généraliser. Ils ont bien dû avoir une idée bien précise par rapport à ce sujet-là. Mais c'est vrai que le marché chinois est quand même un des marchés clés pour Apple. C'est un point d'interrogation. Moi, je n'ai pas de réponse. Toi, tu as peut-être des choses à dire. Mais ce que j'ai à dire, de contrôler les lignes. Non, alors il y a 2 choses.
d'abord, ce ne sera pas le premier iPhone exclusivement, puisque l'iPhone vendu aux US aujourd'hui est un iPhone eSIM. Hein. C'est vrai. En fait, il y a le modèle international, il y a 3 modèles d'iPhone aujourd'hui. Hein. Il y a le modèle international, donc qui est le modèle qui a une ou plusieurs eSIM et une SIM physique, c'est celui qu'on a nous en Europe. Il y a le modèle américain qui n'a plus de SIM, qui est eSIM, et il y a le modèle chinois qui a une trappe avec 2 SIM. Ouais. Donc, il y a 3 modèles différents. La raison, alors, le sujet de l'eSIM, il y a un côté fantastique et un côté moins glorieux. Le côté fantastique, c'est que tu peux passer la SIM rapidement, tu vois, tu tombes en panne, tu n'as pas besoin de retourner à la boutique. Si tu as ton code d'activation, si tu as moyen de réactiver, c'est hyper pratique. On ton téléphone. Ouais, c'est toujours, tu peux te retrouver à de suite repartir avec un téléphone qui fonctionne. Après, pour avoir discuté avec des experts de la sécurité, et en l'occurrence, Monsieur X, faut pas le nommer. On ne peut pas le nommer. Mais s'il fait moins l'émission avec nous, on l'embrasse, on l'a de temps en temps au téléphone. J'ai eu une longue discussion avec lui un jour, parce qu'un jour, il a fait un commentaire en disant « Ouais, mais quand même, il faut faire attention, il y avait des avantages. » Et il te dit que la carte SIM, c'est le dernier bastion qui te permet de valider la sécurité entre ton téléphone et, entre guillemets, la balise et l'opérateur. À partir du moment où c'est purement logiciel, ça veut dire que potentiellement, avec un piratage, on pourrait t'éjecter logiciellement de ton... tu vois, il y a une partie dans la carte SIM sert à une partie de l'encryption qui est liée avec la balise. Et l'identification. Voilà. Et donc, à partir du moment où tu n'as plus cette sécurité-là, tu pourrais te retrouver avec... Bon, encore une fois, hein, c'est l'immense majorité des gens n'ont pas de soucis avec la... En effet. Alors, revenons à la finesse de l'iPhone 17R, une finesse qui soulève beaucoup de préoccupations. Tu disais en préambule, Laurent, que toi, tu voulais un iPhone avec de l'autonomie. Là, on peut vraiment s'interroger sur l'autonomie de la batterie. Hein. Oui, Apple a fait des études en interne à ce sujet. Alors, surtout, il suggérerait qu'il pourrait y avoir 60 à 70% des utilisateurs qui tiendraient la journée. Donc, s'ils annoncent ça à l'avant... Sur une seule charge. Hein. Sur une seule charge. Ça veut dire que s'ils annoncent ça, ça veut dire qu'en fait, ton téléphone, il tient la demi-journée, quoi. Parce que tu vois, quand on voit les tests d'autonomie, tu sais, c'est comme les tests d'autonomie des voitures électriques. La voiture est en tant de kilomètres, ouais, mais la voiture, elle est à plat, à vitesse constante, ce qui n'est pas le cas d'utilisation normale. C'est sûr que, tu vois, donc c'est pour ça que moi, je suis toujours inquiet quand j'entends des chiffres aussi bas. Oui. Tu as les prévisions de la batterie. Non, parce qu'en fait, sur le Samsung, elle ne devrait pas excéder 3900 mAh. C'est-à-dire que il y a plus de 5000 mAh aujourd'hui, c'est ça? Alors que le S25 Plus, c'est le grand, il est à 4009. Donc en gros... on peut se dire quand même qu'on tiendrait la journée, mais en étant pas quelqu'un... On va pas regarder beaucoup de vidéos, on va pas utiliser beaucoup en modem, tout ce qui prend beaucoup de charge. Ouais, mais tu vois, ce qui est ennuyeux, c'est que c'est un téléphone qui aurait pu être parfait pour les jeunes. Tu vois, il est fin. Non, mais il ne sera pas parfait, il coûte cher. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que c'est un plus petit téléphone. Tu vois, c'est sûr. Ou pour les femmes. Encore une fois, c'est dans le sac à main, je pense. Hein, tu vois, c'est plus facile à transporter, c'est moins lourd. Enfin, tu vois, tu imagines aujourd'hui quand il y a plein de gens qui me disent, moi, j'ai un Max, je le mets dans ma veste elle se penche. Tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, le côté léger pour être pratique. Si tu tiens pas l'autonomie de la journée, c'est une catastrophe. Hein. Et on sait c'est ce qui a tué, même s'ils ont rectifié le tir avec la deuxième génération, l'iPhone mini, hein, qui était très séduisant aussi. Ah, super, mais nul. Mais nul en autonomie. Même pas la journée. 18 heures, je crois. À 18 heures, c'est terminé pour moi. Voilà, après, la version 2 allait beaucoup plus loin, mais le mal était fait et sa réputation n'a pas pu être changée par Apple. Alors, pour pallier cela, Laurent, Apple, on sait qu'il teste des choses depuis plusieurs mois, et on l'a vu notamment sur l'iPhone 16e. Hein. Ouais, alors, on sait qu'ils ont sorti leur puce, modem. Donc ils avaient déjà le processeur qui était fait par eux-mêmes et le modem qui s'appelle C1 qui apparaît sur le dernier iPhone 16e. Et en fait, cette puce-là, comme ils la maîtrisent de bout en bout, y compris la gestion de l'alimentation, il pourrait offrir jusqu'à 25% d'autonomie en plus que le modèle Qualcomm qui est utilisé aujourd'hui dans le 16. Donc ça pourrait faire qu'avec une batterie plus faible, en sachant que ce que fait un téléphone, c'est qu'il communique. Donc tu vois, c'est ce qui consomme. Ouais, c'est le composant majeur en termes. Il y a l'écran qui consomme beaucoup d'énergie, donc le fait qu'il soit allumé, que tu t'en serves, consomme beaucoup. Et puis après, c'est la communication. Le téléphone, tu le laisses en mode avion, posé sur une table, il tient la semaine. Donc tu vois, mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ça a
moins d'intérêt, quoi. Smartphone pas connecté et pas qui s'allume pas. Donc du coup, ça veut dire qu'il pourrait offrir jusqu'à 6 heures en plus d'autonomie que l'iPhone 11, et tu vois, jusqu'à 12 heures de plus que toutes les générations de SE. Bon. Si on se cale sur le 16E. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, encore une fois, c'est à vérifier, quoi. Tu vois, ça sera le challenge, quoi. Ouais, encore une fois, on revient à cette étude interne d'Apple qui dit que 60 à 70% des consommateurs auraient assez de batterie pour tenir tout juste la journée. Donc c'est un sacré challenge. Le problème, c'est que nous, pour le 17h. Nous faisons partie des 30 et 40% de personnes, donc on va se plaindre. Voilà, et c'est pour ça qu'on a vu rejaillir ces derniers jours, ces dernières semaines, une autre rumeur, c'est le retour de la Smart Battery Case. Tu te souviens de ça? Oui, bien sûr. Et donc, cette coque qui intègre une batterie. Une batterie, ouais. Je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter un téléphone ultra fin si on va lui mettre une coque qui va un pansement, quoi. Non, c'est sûr, on est d'accord. On va voir qu'il y a d'autres pistes. On en parlera tout à l'heure dans les composants internes, lorsqu'on va essayer de comprendre ce qu'il y a sous le capot, que évidemment cette puce C1, on parle évidemment d'une nouvelle génération de puces, la puce A19, qui, si elle ne change pas sa vitesse de gravure, devrait permettre de faire pas mal d'économies d'énergie. Et puis Apple devrait introduire également une carte Wi-Fi maison dans cet iPhone 17. On en parlera dans un instant. Alors on le disait tout à l'heure, Stéphane, l'arrivée de l'iPhone 16R, on en parle depuis quasiment 17R, on en parle depuis quasiment un an dans On refait le Mac. La rumeur a commencé à émerger avant même l'arrivée de l'iPhone 16 l'année dernière. Du coup, la concurrence s'est dit on va suivre le modèle d'Apple et on va même le sortir avant Apple. Voilà, Samsung a fait son One More Thing lors de la présentation du SDS25 et on a eu aussi l'équivalent du Vision Pro. Enfin bon, ils ont fait une keynote d'Apple en fait, avec One More Thing et en plus en anticipant cet appareil. Donc c'est le S25 Edge. S25 Edge, donc, qui est un écran qui aura donc une taille de 6,7 pouces en QHD. Donc, ce serait un peu plus grand que les 6,3 d'Apple. Et surtout, donc, si on peut donner, c'est qu'il aura un poids de 163 grammes, tandis que le poids du S25 Ultra, je crois, était 199. Donc voilà, on est quand même, il y a une belle différence. Il y aurait, bien sûr, la finesse entraîne qu'il n'y aurait plus que 2 capteurs photo. Et pas celui qu'on a actuellement avec les 3, parce que franchement, les appareils photo étaient une des forces des Samsung ces derniers temps, avec un capteur de 200 millions de pixels pour le capteur principal et de 12 millions de pixels pour l'ultra grand angle. Au niveau de la puce, on avait vu qu'il y avait un gros effort qui avait été fait par Samsung pour rattraper son retard dans les différents Geekbench qu'on avait pu voir. C'est surtout Qualcomm qui a rattrapé son retard. Voilà, mais c'est un choix aussi de mettre des puces comme celle-ci. Donc ils adopteraient la dernière génération de Qualcomm. Exactement, avec le Snapdragon 8 Elite. Et donc, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, donc une batterie de capacité de 3900 mAh, soit juste 100 mAh de moins que le S25. Néanmoins, bon, je pense quand même qu'on aura... ça sera très amusant en septembre, quand on aura les deux appareils, de les comparer. Mais je pense qu'on aura... On voyait qu'il y avait des grandes ressemblances entre les appareils. On voyait qu'il y avait le design qui se ressemblait, beaucoup de choses qui se ressemblaient. Il y avait juste le système qui était vraiment encore très différent, parce qu'il y avait quand même les outils d'intelligence artificielle très bien intégrés sur Android et iOS qui est inimitable. C'était ça, finalement, ce qui ressemblait. Là, on va avoir 2 clones, je le pense, sans aucun problème. Et là, ça va être très, très difficile de pouvoir faire la différence extérieurement parlant, en tout cas. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir pas mal d'évolutions en termes de design qui feront que peut-être qu'ils sembleront pas trop là, entre le Samsung et Apple. Et vous allez voir qu'il y a des différences majeures en termes de capteurs, parce qu'il semblerait que l'iPhone 17R n'est qu'un seul capteur photo contre 2 pour le Samsung. Et puis un design qui sera radicalement différent, qui nous rappelle un petit peu le modèle de chez Pixel de Google. Mais avant de parler de tout ça, un petit focus sur le busomètre cette semaine. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, qui a mieux à faire, il a bien raison. Non, c'est bonne raison. Il est en train de recruter attentivement. Et d'ailleurs, si vous recherchez, vous êtes journaliste, si vous êtes community manager, Mac Forever recrute. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à notre ami Didier. En l'absence de Didier, donc, c'est Laurent Pantanage qui s'y colle. Première info ou rumeur, Didier Laurent, pardon, j'y suis arrivé. Écoute, il se pourrait, c'est Noël, c'est le busomètre toujours, qu'on ait un modèle intégralement en verre.
Donc la question est, est-ce que ça veut dire quoi intégralement en verre, hein? Est-ce que ça veut dire que les deux façades sont qu'en verre? Est-ce que ça veut dire que le bord aussi est en verre? Est-ce que ça veut dire que matière métallique. Il y a plus de matière métallique? Sincèrement, j'ai des... Un iPhone 100%, ouais. Ouais. C'est la dernière, quoi. C'est la dernière rumeur de Mark Gurman. De Mark Gurman, ouais, tout à fait. Ouais, il a fait une inventaire à l'après-vert dans son dernier newsletter. Ouais, là, c'est pour ça que je dis c'est Noël. Donc bon, après, le verre, c'est résistant aussi, hein. Tu sais, il y a des gens qui le voient cassant, mais il y a aussi un côté résistant. Donc écoute, ça serait ce que j'aimerais, moi, c'est voir toutes les publications de gens qui commencent à envisager, tu vois, dessiner un modèle en verre. Et on sait que ça va arriver là dans les semaines à venir, maintenant que l'annonce a eu lieu. Donc voilà. En matière ça devrait simplifier le recyclage. Donc là, c'est vraiment un musomètre spécial Mark Gurman parce que c'est tout à fait les annonces qu'on s'attend à court terme ou à plus ou moins long terme chez Apple d'ici 2027. Ce sera plutôt 2027 que 2026. Après, l'iPhone en verre, on parle des lunettes, mais pas du Vision Pro, des vraies lunettes. Hein. Ouais, c'est intéressant. Parce que je pense que, et je sais que c'est pas Stéphane qui dira le contraire, parce que c'est un grand fan des Meta Ray-Ban. J'en ai longuement discuté avec Didier qui me dit, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un produit qui m'épatait autant que ça. Laurent Baffy a fait un comeback, tu vois, juste avec des lunettes, quoi. T'imagines? Alors c'est un mec qui a beaucoup d'humour, mais Manuel. Ouais. Et mais je trouve que finalement, tu vois, donc ça veut dire que ça, tu vois, ces lunettes, elles marquent, elles laissent. C'est un nouvel usage. Ouais, c'est un nouvel usage. Et donc du coup, il se pourrait qu'Apple arrive avec un modèle qui se rapproche de ça, tu vois. Donc on serait pas loin de Vision Pro, on n'est plus, mais ça serait des lunettes qui permettent de filmer. Donc voilà. Après, on sait que Apple a un plan pour supprimer l'iPhone. Hein. À terme, il veut. Et finalement, la lunette pourrait être l'étape intermédiaire. Je ne sais pas s'ils ont un plan, mais en tout cas, il a du mal à se dessiner, le plan sur le court terme. Ouais. C'est vrai qu'on a eu une déclaration de Greg Joswiak, je crois que cette semaine, je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'il y a un procès en cours, il faut justifier pourquoi Apple serait en abus de position dominante. Et ils disent, mais vous savez, dans 10 ans, on n'est pas certain que l'iPhone soit encore de ce monde. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, l'IA est aussi un facteur d'accélérant dans la tech pour que le smartphone ne soit pas forcément, absolument, le centre de gravité de toutes ces technologies. Aujourd'hui, pour aller sur Internet, son mail, faire des photos, faire des vidéos et jouer, on a un smartphone. Demain, pour l'IA, on aura peut-être des lunettes au bout du nez. En tout cas, c'est la vision à plus ou moins long terme, et on est heureux d'Apple, mais il serait temps qu'il se bouge. Apple est en retard dans les lunettes, mais aussi pour Siri, qui arriverait en 2027. Ouais, alors le nouveau Siri, hein, le Siri en fait, je pense génératif. Ce que je pense, c'est que... Juste avant, les amis. Voilà. Ouais, ce que je pense, c'est que Siri, soit ils vont le renommer, ok, soit ils vont faire un nouveau Siri. C'est-à-dire qu'on va oublier le Siri qu'on connaissait. Tu vois, et ça serait ce Siri-là. C'est-à-dire que ça serait enfin un Siri qui fonctionne. Tu vois, mieux que ce qui fonctionne aujourd'hui, où aujourd'hui, il est juste utilitariste, c'est-à-dire allume les lumières, éteins les lumières, donne-moi la température, etc. Et encore, tu vois, moi je dis, entre éteindre la lumière du salon et éteindre la lumière de la salle à manger, une fois sur deux, il prend pas la bonne, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça confirmerait quand même ce qu'on pense, c'est qu'il y a un retard sur Siri, et que ce nouveau Siri, je pense qu'en fait, ils se sont pris ils ont dit, tu sais, ils l'ont fait à l'Apple. On a de l'énergie, on sait quoi faire, on a des équipes. Puis quand ils ont commencé à essayer de le mettre en œuvre, ça a été un petit peu plus dur que ce qui était prévu. Donc voilà. La news suivante est beaucoup plus intéressante pour moi. Fais-nous rêver. Parce que, en fait, il y a un projet dit robotique. Alors, je ne sais pas s'il faudrait dire homotique ou robotique, hein, parce que c'est du robot dans la maison, mais il y aurait plein d'annonces potentielles autour d'objets de la maison. Toujours 2027. Ouais, entre maintenant et 2027. Donc, tu vois, ça peut être 2028, hein, ça peut être 2026. Et donc, il y a encore des écrans, il y a la lampe, une lampe connectée type la lampe de Pixar. Tu sais, cette lampe qui est le logo et qui écrase le i, là, qui remplace le i. Mais il y a énormément de projets autour de ça. Donc, ça serait plutôt des objets plus ou moins robotisés pour la maison. Et
Une des déclinaisons de ça, c'est le dernier point, c'est le fameux HomePad, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait une sorte de tablette, tu vois, ou de centrale de domotique pour la maison qui pourrait piloter un petit peu tout, et ça serait une sorte d'iPad de la maison, hein, tu vois, accroché au mur, au mur ou sur une table. Et bon, alors on sait que Meta l'a fait en son temps, on sait que Amazon l'a fait en son temps. Tout le monde est allé avec le sien, mais la force d'Apple, c'est de toujours encore une fois dans l'écosystème, ça pourrait offrir des choses potentiellement sympas. Donc on est dans... Et il leur manque rien. Ils ont les écrans, ils ont l'Apple TV, ils ont l'OS, ils ont les puces, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Tu vois, dans l'absolu, c'est le produit le plus facile à faire pour Apple. Hein. C'était vraiment la rumeur, la patate chaude de cette fin d'année 2024. Le retour d'Apple de manière très forte dans la maison connectée, avec l'arrivée notamment d'un nouveau standard, d'une puce dédiée à la reconnaissance des objets connectés et ce fameux HomePad. Ça devait arriver au printemps, on y est. Et là, patatras, nouveau report. Alors attention, c'est peut-être aussi, moi je dis, on est à 2 semaines de la Dub. Est-ce que c'est pas aussi une façon de créer la surprise en disant ouais, on avait dit 2027, oh c'est annoncé là. Ils n'ont rien dit, hein, c'est de la rumeur. Tout à fait. Mais c'est pour ça, tu vois, comme. Bon, c'est peut-être l'oracle du web, Sir Mark Gurman, qui s'est trompé. Retour à l'iPhone 17. Merci Laurent pour ce magnifique busomètre. Retour à l'iPhone 17 et aux iPhone 17. On va s'intéresser au design des iPhones d'Apple qui seront présentés en septembre prochain. On le disait tout à l'heure en préambule, une évolution sensible du design cette année avec l'arrivée de l'iPhone 17R. Ultra fin, on l'a dit, mais... le dos de l'iPhone 17R, comme le dos de l'iPhone 17 Pro, devrait également avoir une refonte de sa face arrière qui nous rappelle quelque chose, mon cher. Oui. Regarde, on a une réaction sur Twitter à ce sujet, avant que tu réagisses, Stéphane. Laurent. Avec l'arrivée, donc c'est Raz06 off. Donc en fait, avec l'arrivée du bloc photo noir sur toute la ligne, Apple perdrait pas son identité propre de son iPhone en reprenant le design de trucs. C'est une question. Hein. Ne risque-t-il pas de perdre, oui. C'est ça. Est-ce que finalement, parce que c'est très aujourd'hui, c'est la marque, un peu la marque de fabrique des pixels, quoi. Tu vois, cette bande très large sur le côté. On l'a pas mal raillé quand il est sorti en disant mais c'est quoi cette bande, et finalement Apple utiliserait le même modèle pour. Rappelons-le, cette bande a un avantage, c'est que quand tu poses le téléphone sans coque, le téléphone est stable sur la table. Hein. Enfin. Il n'est pas bancal. Hein. On aurait pu photo carré, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc, je sais pas, on va voir peut-être des images là dans quelques secondes, mais c'est vrai qu'on aurait, il y aurait l'abandon de ce module photo qu'on appelait les tables à induction, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça. Hein, donc, qui rappelle donc le design des Google Pixel. Bon. Là, quand Apple copie les autres, en l'occurrence, là c'est Google, on ne dira rien. Et quand c'est les autres qui copient Apple, on entend ça pendant 10 ans. Et donc la barre intégrait les modules photo. Voilà, donc il y aurait intégration des objectifs dans cette barre avec le flash et le lidar déporté sur la droite. Alors encore une fois, les photos que vous avez vues, c'est des photos de mock-up, de maquette. Hein, c'est pas le rendu final d'Apple. Il y a souvent une différence esthétique, un traitement. C'est les fabricants de coques hein, qui arrivent à avoir ce type de. Oui, pour pouvoir anticiper l'arrivée des iPhones et pouvoir proposer des coques au moment même où les iPhones sont en magasin. Donc à Shenzhen, où se trouve l'iPhone. Enfin, iPhone City, dirons-nous, ils ont des mock-ups, c'est-à-dire des maquettes grandeur nature de ces iPhones pour pouvoir concevoir des accessoires. Voilà, mais ce n'est encore une fois que une maquette qui a été faite par rapport à une empreinte de la cire, donc ça ne reflète pas véritablement le rendu final. On espère qu'il y aura quelques petits aménagements esthétiques qui feront que ça ne ressemble pas à un Google Pixel. On aura la réponse à la rentrée. Autre petite modification plus ergonomique, c'est le bouton action. C'est le bouton qui serait remplacé par un bouton capacitif à retour haptique, donc avec en plus derrière, là c'est juste peut-être anecdotique, une nouvelle teinte Sky Blue similaire à celle qu'on a sur les MacBook Air. Alors c'est pas ce Sky Blue là, c'est le bleu marine. C'est le fameux bleu où on ne sait pas s'il est bleu ou pas. Hein. Ou gris. Hein. C'est un bleu plus clair. Ouais. Et puis il y aurait l'abondant du titane, voilà. Alors ça c'était réservé le titane aux versions Pro. On reviendrait en chercher en aluminium.
Pour une meilleure dissipation thermique, probablement. Ouais, c'est pas très clair cette rumeur-là, mais c'est vrai que le titane, il y avait aussi une coque, on nous avait expliqué, une coque en aluminium à l'intérieur qui permettait déjà une dissipation thermique. En plus, ça marchait quand on parle des iPhones en titane, en fait, c'est l'extérieur qui est en titane, hein, c'est le cadre extérieur qui est en titane, et entre les deux, il y a toute la partie intérieure, c'est de l'alu. Côté écran, la Dynamic Island qui est apparue maintenant sur l'iPhone 14. Est-ce qu'elle va être conservée? Est-ce qu'elle va passer derrière l'écran? Est-ce qu'elle va être réduite? Qu'est-ce que disent les dernières rumeurs et les oracles du web? Ils nous disent que ça serait plutôt pour l'iPhone 18, donc pas pour celui-là. Donc du coup, on resterait en l'état sur... Chose est sûre, on n'est pas prêt pour la disparition complète de Face ID sur l'écran, hein. Non, on n'est pas prêt pour la disparition complète de Face ID. Après, Face ID, c'est quelque chose qui est quand même assez bluffant. L'autre soir, je me suis rendu compte... On peut réduire peut-être aussi. L'autre soir, je me suis rendu compte que dans le noir complet, tu pouvais quand même débloquer. Mais complet, hein, j'étais dans... C'est grâce à tes yeux. Ouais, mais tu vois, et c'est marrant parce que pour le coup, on était avec une marque concurrente que Stéphane aime tant. Et en fait, l'équivalent, qui est pas un équivalent, hein, parce qu'en fait, c'est juste une reconnaissance faciale, en fait, marchait pas. Et les deux, et là, il me dit, mais comment tu as fait? Et c'est là où je me suis rendu compte à l'usage que c'est l'autre. Non, mais tu sais, c'est une question d'habitude, c'est le mouvement, bien sûr, qui a le doigt. Donc, ouais, non, et c'est vrai que quand on regarde, on voit bien l'ovale, qui est la partie qui prend le plus de place. C'est pas la caméra, hein, c'est la partie du Face ID. Et qui correspond à cette pilule au sommet de l'écran, cette zone noire qui est aujourd'hui animée dans iOS. Il y aurait quand même une réduction possible de la Dynamic Island, au moins sur le modèle Pro, mais on n'en est pas sûr, on va voir, on aura certainement quelques rumeurs qui devraient sortir d'ici la fin de la saison de cette émission. Au sujet de l'écran des iPhone 17, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la technique d'affichage, Stéphane? D'après les leakers, d'après les informations qu'on a, l'iPhone 17R serait équipé d'un écran OLED de 6,6 pouces, ça on l'a dit. Plus petit, hein. Plus petit, voilà. Parce que celui du Samsung. Avec la technologie ProMotion. Donc ça, c'est une bonne surprise. C'est plutôt une bonne surprise, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une énorme différence. C'est-à-dire si quelqu'un souhaite passer d'un Pro Max à un R, il n'aura pas un... Normalement, les versions normales, les 16, ne sont pas équipées du ProMotion, des écrans 120 Hz. Et donc, offrant donc un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il s'agirait donc du premier modèle qui ne serait pas un Pro à bénéficier de cette technologie, donc améliorant ainsi donc, la fluidité et la réactivité de l'affichage. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, et ce ne serait pas réservé qu'à l'iPhone 17R, hein. Non, ce serait réservé à l'ensemble de la gamme, c'est ça, y compris les iPhones. Parce que ça s'est généralisé pas mal dans les modèles milieu et haut de gamme chez Android. Hein. Voilà, c'est-à-dire, je pense qu'ils ont surtout, ils ont compris déjà, ils ont vu toute leur, ils ont appris déjà des précédentes versions, et je pense que là maintenant ils peuvent déployer, et c'est plutôt un avantage d'avoir ça. On parlait tout à l'heure avec nos tweetos d'amélioration incrémentale, c'est typiquement une fonction qui aurait pu arriver d'emblée, mais qu'ils gardent pour pouvoir offrir de la nouveauté d'année en année, parce que la concurrence l'a totalement intégré. Autre piste, on parle d'une nouvelle technologie d'affichage, une nouvelle manière de gérer notamment la consommation électrique des écrans. Voilà, donc on est quand même sur un appareil qui aura une batterie qui sera légèrement inférieure à ce qu'on avait l'habitude d'avoir ces dernières années. Il faut réfléchir maintenant à n'importe quelle façon pour pouvoir améliorer la consommation globale du téléphone. Donc déjà, on a parlé du modem où il y aura, on espère quand même donc des améliorations de ce côté-là. Donc là, il y aurait le remplacement potentiel de la technologie LTPO qui est actuelle par du low dielectric TEE. Je ne sais pas comment on peut le prononcer. Ouais, c'est ça. Voilà, pour améliorer l'efficacité énergétique et une meilleure durabilité de l'appareil. Oui, ils permettent aussi d'avoir des écrans qui offrent un meilleur contraste. On sait qu'Apple se toujours un petit peu en retard en termes de contraste par rapport notamment à Samsung. Ce sera une manière de comparer. C'est vrai que quand on prend une photo, là tout de suite on est émerveillé par la beauté de la photo sur Samsung, c'est que l'écran il met bien en valeur la photo qu'on vient de prendre, alors que finalement quand on fait nos comparatifs, vous savez, on voit plus trop la différence entre l'un et l'autre. Photoshop sur un Mac, c'est pas à peu près la même chose. Hein. Ah oui. Bon. Et nouveau revêtement de protection également. Exactement. Donc du revêtement Ceramic Shield avec une couche donc anti-reflet ultra dure, donc plus résistante aux rayures, ce qui est une bonne nouvelle. Surtout que si on veut rajouter donc une coque sur cet appareil-là, il faut pas qu'elle soit trop grosse, donc on va pas obligatoirement le. Il faut rappeler la problématique des écrans. Hein. Soit tu fais un écran avec un verre très dur. Le problème, c'est qu'il est très, très, très dur, mais il est cassant, puisqu'à l'impact, il va se casser. Soit tu fais un écran un peu plus souple, tu vois, un peu plus élastique, un peu plus plastique, je dirais, tu vois, c'est-à-dire mais par contre, du coup, forcément, pour être plastique, au sens premier du terme, pas la matière, hein, et la plasticité, en fait, il est plus tendre, et donc le fait qu'il soit plus tendre, il se raye.
Donc c'est tout le débat. Et donc d'un téléphone à l'autre, d'une génération à l'autre, ils racontent. Un coup ils disent ouais, il est moins cassant, mais tu te rends compte qu'il se raye plus. Et d'autre côté, c'est drôle. Hein, d'une génération à l'autre, Apple change un peu la doctrine, je dirais. Et je pense que c'est un affinement. Hein, tu vois, au fur et à mesure, ils vont réussir à faire quelque chose qui est à la fois très résistant, mais aussi très solide en termes de résistance à la rayure. Oui, enfin, une chose est sûre, s'il y a un modèle où on ne serait pas tenté de mettre une coque parce que ça va vraiment le dénaturer, si on cherche un téléphone ultra fin, de rajouter une coque, ça va le rendre plus épais, c'est l'iPhone 17R. Donc voilà, il faut vraiment qu'il offre un minimum de garantie en matière de chute ou de rayure. Gros plan présent sur le module photo qui va prendre beaucoup plus de place, vous allez voir, sur les iPhone 17 et notamment le 17 Pro. Alors que cache ce gros module photo qui ressemble vraiment à ce que fait Google aujourd'hui avec ses pixels. Les leakers prédisent une montée en gamme, mais avant de parler du gros module photo, on va s'intéresser déjà aux caméras frontales parce qu'on sait que les iPhones, allez, peut-être un peu avec Laurent, peinent à la comparaison avec les modèles sous Android qui offrent des caméras frontales pour faire des selfies bien meilleures que ce que fait l'iPhone aujourd'hui, si bien que beaucoup de influenceurs choisissent d'utiliser la caméra dorsale pour faire leurs selfies. Exactement. Et même Apple d'ailleurs, hein, quand ils te fournissent le kit avec le kit de... Pour le transformer en webcam. Oui, comment ça c'est peu importe, mais le truc de Belkin, oui. Belkin, non, je cherchais Belkin. Et je l'ai là. Et en fait, tu te rends compte que ce qu'ils ont proposé, c'est... tu vois, proposer au sommet de l'écran et faire utiliser la caméra arrière comme une webcam, quoi. Donc oui, c'est sûr qu'il se pourrait donc que tous les modèles soient équipés d'une nouvelle génération en frontale de 24 mégapixels, ce qui doublerait C'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas juste doubler la taille, c'est que tu aies une meilleure profondeur de champ, que tu as une meilleure netteté. Tu vois, c'est doubler pour doubler, ça sert à rien, quoi. Et du coup, les caméras arrière serait aussi amélioré. On aurait sur les 17 Pro et Pro Max, on pourrait aller vers un troisième capteur à 48 mégapixels. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, sur l'iPhone 16, on avait le grand angle en 48 mégapixels, l'ultra grand angle 48, mais on n'avait pas le zoom. C'est ça. Qui était resté bloqué en 12 mégapixels. À 12. Donc en fait, lui aussi passerait à 48. Ok. Donc, je peux juste dire un truc, c'est que, bon là, il y aurait un seul objectif pour pouvoir... je parle pour le 17R. Hein. Oui, il n'y aurait qu'un seul objectif. Qu'un seul objectif. Pour le Edge, il a été annoncé donc, qu'il y avait deux objectifs. Un grand angle de 200 000... Comme avant, il n'y avait pas que deux objectifs. Donc, en gros, ils ont dû ruser un peu pour pouvoir ne pas perdre trop en qualité photo. Donc, il y a un grand angle de 200 millions de pixels avec une ouverture de 1,7 et un champ de vision de 85 degrés. Donc, ils l'ont un peu modifié par rapport... donc, ce qui est... Là, c'est la même chose par rapport... qui était la même chose avec le S25 Ultra, c'est-à-dire le meilleur objectif... pas de compromis. Voilà, donc ils n'ont pas cherché à proposer quelque chose de moins 10 ans. Et un ultra grand angle de 12 millions de pixels avec une ouverture de 2,2 et un champ de vision de 120 degrés cette fois-ci, donc qui est aussi présent sur les autres modèles des S25. Et donc et bien sûr, il y a une caméra de selfie donc, avec 12 millions de pixels, avec une ouverture donc, de 2,2 et un champ de vision de 85 degrés. Ça c'était en place déjà depuis les S23. Donc en gros, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de baisse. Et donc, là, on fera peut-être éventuellement des comparaisons, mais en gros, c'est pas parce qu'on prend un smartphone plus fin qu'on va perdre en qualité sur les photos. Voilà. On verra ce que ça donnera sur le Edge, sur le R. Pardon. On va y revenir dans un instant au module photo qui prête l'unique module photo qui prête l'iPhone 17R. Pour rester sur le gros pavé et la grande barre qui équipe les versions Pro. Donc, il y aurait l'arrivée de la gestion de la vidéo en 8K, qui n'était pas disponible sur les iPhones, qui était l'apanage de Samsung. Ouais. Surtout, il y aurait une option qui permettrait de filmer avec les caméras avant et arrière en même temps. On fait du contenu, c'est sympa. Il y avait une appli pour ça. En fait, il y avait une appli, mais pas nativement. Ouais, c'était pas natif et c'était... Comment ça s'appelait ? La capture pro, je ne sais plus. C'est une capture une image effectivement qui permettait de faire du multicam, effectivement. Double quelque chose. Ouais. Et ça serait à l'étude. Ça pourrait être un nouveau mode d'utilisation qui pourrait être marrant. Sachant qu'il est même parfois compliqué quand on filme de passer de la caméra frontale à la caméra dorsale. Double take, voilà. Non mais tu vois, je prends un exemple. Tu es en FaceTime.
nombre de fois où tu dis attends, je vais te montrer ce qu'il y a devant. Mais en fait, quand tu montres ce qu'il y a devant, tu es obligé de sortir de. Tu vois, parfois, tu as juste envie de montrer, tu vois, de rester en simultané. vignette. Ouais. Là, en l'occurrence, ça permettrait d'avoir deux flux, d'enregistrer deux flux simultanément. Alors, que sait-on du module photo de l'iPhone 17R, Laurent? Stéphane nous en parlait de ce qui allait être embarqué dans la version de Samsung. Il semble qu'Apple prenne un chemin proche du 16e. Ouais, tout à fait. Donc en fait, ça serait un seul capteur grand angle, comme l'iPhone 16e de 48 mégapixels. Tu vois, il serait dépourvu de capteur grand angle, ultra grand angle, pardon, et pour des raisons a priori d'encombrement / et ou de coût. Hein, tu vois, donc c'est vrai que ça serait une vraie différence avec le Samsung. Alors, si on regarde la gamme aujourd'hui des iPhones, on commence avec le 16e avec un capteur, on aurait le 17 avec 2 capteurs, on aurait le 17R avec un capteur, on aurait le 17 Pro avec 3 capteurs et le 17 Pro Max avec 3 capteurs. Alors, je ne sais pas où on positionne le R avant le 17 ou pas, mais... on verra, quand on fera les tests, on verra la différence. Et le fait que le Samsung aujourd'hui ait 2 capteurs, c'est une vraie valeur ajoutée. Après, on verra la finesse, on verra le design, on verra le ressenti. Mais... La finesse, elle sera équivalente. Moi, les photos que j'ai pu voir, mais bon, c'était à partir des mock-ups là, quand on les regarde juste de profil, on aura deux jumeaux. Hein. Oui, sachant que les 5,5 mm, c'est sans compter les objectifs, hein, parce que les objectifs vont toujours dépasser. Hein, faut pas... D'où la barre. Ouais. Voilà. Allez, on va s'intéresser maintenant, après l'extérieur, hein, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, on va s'intéresser... Alfred de Musset. Oui, à ce qu'il y a sous le capot. Ok, bien. Sans surprise, une nouvelle puce devrait arriver au mois de septembre, Laurent. Une puce A19, on ne sait pas grand-chose hein, pour l'instant. On sait que maintenant, que depuis une génération ou deux, elle généralise toute la gamme. Il n'y a plus de différence entre... Ouais, tout à fait. À part le nombre de cœurs embarqués. Hein. Ouais, tout à fait. Donc la puce A19 serait pour les modèles standards et les R. La puce A19 Pro pour les déclinaisons Pro, Max / Ultra. Hein, donc voilà. Et puis la production en masse de la technologie à 2 nanomètres, sachant qu'on est à 3 aujourd'hui, hein, à 2 serait, en tout cas pas pour cette année, on resterait avec une finesse de gravure de 3 nanomètres. J'aime bien toujours rappeler... Hein, plus on grave fin, plus en fait la distance parcourue par les électrons et puis l'épaisseur des couches est faible, et moins ça a tendance à chauffer, surtout moins la consommation est forte. Donc en fait, du coup, la réduction de l'augmentation de la finesse de gravure, c'est-à-dire la réduction de la taille de la gravure, apporte quand même quelque chose. Sachant que c'est magnifique, parce que quand on trouve des interviews d'il y a 20-30 ans, les gens disaient on ne pourrait jamais descendre au-dessous de 10 nanomètres. Quoi. Et aujourd'hui, on est quasiment à 2 nanomètres, ça relève. Bientôt sera invisible. Ouais. Alors, c'est quand même, tu sais, c'est comme à la course à pied, quoi. À un moment donné, quand tu regardes le temps au kilomètre, tu vois, tu te dis bon, c'est bon, super, tu cours à 7 minutes au kilomètre, puis 6 minutes au kilomètre, puis 5 minutes au kilomètre. En fait, tu te rends compte qu'après, chaque seconde de plus, elle est 2 fois plus dure à obtenir que la précédente. Là, c'est pareil, quoi. C'est qu'à un moment donné, il y a une espèce d'écrasement de la courbe qui est d'une violence terrible, quoi. Il semble que l'un des principaux freins aujourd'hui pour passer au 2 nanomètres, ce soit pas un frein technique, parce qu'on sait que les systèmes, les machines qui permettent de graver à 2 nanomètres, qui sont souvent des machines produites en Europe, notamment en Allemagne, permettent de le faire, mais elles sont tellement chères qu'il leur faut un peu de temps quand même pour amortir une technologie 3 nanomètres qui a 1 ou 2 ans. Quoi. Et surtout pour être capable de produire en très grande quantité, ce qu'il ne faut pas oublier. Pour un bénéfice qui n'est pas aussi évident que ça pour l'instant. Surtout, il faut se dire que Apple, au moment où ils appuient sur le bouton pour produire, ils produisent pas 100 000 iPhones par 100 000 iPhones. Est-ce que vous pensez que maintenant que Snapdragon est aussi à 3 nanomètres, ça va peut-être pas les encourager à aller un peu plus vite? Non, c'était SMC qui fonde aussi et qui fabrique les puces pour Qualcomm. Donc, et que la majorité des puces, c'est Apple aujourd'hui qui les produit chez TSMC. Donc ça reste encore le client privilégié et qui a la majorité de la production. Alors, aujourd'hui, on sait on en parlait la semaine dernière dans l'émission consacrée à Tim Cook et Donald Trump de la volonté d'ouvrir une usine aux États-Unis pour produire des puces avec TSMC. On voit les énormes difficultés que ça représente, les énormes investissements que ça nécessite. La priorité, c'est plutôt justement je pense pour Apple, bien sûr, de continuer à innover dans la puce. Hein, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et proposer des puces de plus en plus économes et de plus en plus puissantes,
En revanche, la priorité, c'est de s'assurer que la production puisse être répartie dans différents lieux et pas uniquement à Taïwan. On sait que c'est une zone géographiquement et géopolitiquement compliquée avec la proximité de la Chine. Et la priorité, elle est là aujourd'hui et pas simplement pour faire plaisir à Donald Trump, loin de là. La vraie surprise, Stéphane, au-delà de la finesse de gravure de la puce, c'est plutôt la quantité de RAM embarquée. Et on sait que l'iPhone était toujours économe en mémoire par rapport au monde Android. Et là, ça exploserait encore cette année. Après l'année dernière, on monte encore cette année. Ben oui, l'intelligence artificielle, c'est que ça consomme. Donc en gros, la quantité de RAM qui serait prévue sur les 17 Pro Max et 17R serait de 12 Go versus 8 Go pour l'iPhone 17 standard. Donc en gros, pourrait être encore plus efficace pour faire tourner de l'intelligence artificielle ou faire du multitâche. Voilà. Alors, là aussi, on pourrait comprendre, Laurent, que Apple veut y aller encore plus loin. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être des fonctionnalités qui sont en préparation, on ne va pas tirer sur la comète, mais qui ne seraient pas donc compatibles avec des iPhones qui ont moins d'un an, qui n'auraient que 8 Go. C'est assez inquiétant, mais n'allons pas jusque-là. Mais ça montre qu'il y a une vraie volonté d'Apple d'essayer de faire tourner leur modèle d'intelligence artificielle en local, et pour cela, il faut de la mémoire. Ouais, pour moi, c'est la démonstration du constat. Et des fois, je me pose la question, dans le retard d'Apple, s'il n'y a pas au fait le constat de se dire, mince, on a été un peu chiche en RAM, parce que... Donc on peut se dire. Non mais, c'était intelligent de la part d'Apple. On fait l'OS, on fait le hardware. Donc on le fait sur mesure. On est capable de gérer de manière parfaite l'intégration OS, software, hardware. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre plus de RAM là où les autres ont besoin d'en mettre plus. Et là, ils arrivent à une limite, la limite de l'IA, où on se rend compte que pour que ça tourne bien, il en faut un petit peu plus, donc ils sont passés à 8, ce qui était déjà énorme. Hein. Pendant longtemps, on était à 5, qui était un chiffre... ridicule. Non, mais surtout, puis un chiffre de 5, on a toujours été des multiples de 2, quoi. Et eux, ils avaient 5, quoi. Donc tu vois qu'on voulait vraiment être au minimum. Et là, ils sont passés à 8, on a dit, ah super, parce que oui, c'était un passage de 6 à 8, donc tu vois, tu faisais un bond, et maintenant tu passerais à 12, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un constat, et peut-être que très très vite, ce qu'ils veulent, sachant que ce qui va arriver dans les années à venir va être gourmand, c'est de dire, bon, ben, on va faire un saut en RAM maintenant, parce que quand tu regardes la courbe, il y a de l'augmentation de la RAM dans les iPhones, il y a vraiment une accélération récente, parce qu'ils veulent combler ce qui va sortir dans les années à venir. Et assurer la pérennité de ce modèle. Comme on sait que les iPhones sont quand même... Ils tournent quand même encore jusque 6 ans après, 7 ans après. Tu vois, ils sont supportés encore pendant longtemps. Ils se disent, sinon, on va être carotte dans 5-6 ans, quoi. Stéphane, on parlait tout à l'heure de la puce, Laurent nous en parlait de la puce C1 de l'iPhone 17R, qui serait héritée de l'iPhone 16e. Est-ce que c'est vraiment réservé aujourd'hui à l'iPhone 17R ou d'autres choses devraient arriver cette nouveauté devrait arriver dans tous les iPhones? A priori, elle reviendrait parce que quand même, c'est dommage de créer une puce et de ne pas faire profiter à toute la gamme. Ce serait toute la gamme des iPhone 17 qui en profiterait. C'est pas encore sûr à 100%. Non, bien sûr, mais ce serait quand même logique. Après, il faut avoir la capacité de production. C'est surtout ça, je pense. Voilà. Ils démarrent, mais c'est très bien qu'ils se soient mis là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'eux pour pouvoir optimiser la puissance versus les... Parce qu'en fait, on doit penser bien sûr à la puissance et tout ce que ça pourrait générer. Tu te rappelles les premiers tests qu'on faisait sur le Wi-Fi 7, c'était pas exceptionnel, ou c'était très aléatoire, c'était bizarre d'ailleurs. Ouais, ça c'était plus l'OS. L'OS, justement. Et donc je sais qu'ils vont maîtriser toute la chaîne ainsi, et je pense que ce sera... Pas mal progressé d'ailleurs. Ouais. On refait des tests régulièrement. Et tant mieux. Là, j'ai fait un test la semaine dernière sur notre Freebox Pro, puisqu'on a reçu un petit message de Free nous disant que notre vieille Freebox Pro était passée à 8 Go montant et descendant, ce qui est toujours très agréable. Et en Wi-Fi, t'as combien maintenant? Là, en Wi-Fi 7, on est à 1 Go 6 montant et descendant. Ah ouais. Donc c'est mieux que la fibre. C'est mieux que la fibre, oui, mais c'est loin des promesses de 2-3 gigas. Je sais, il y a une jolie vidéo de notre ami Stéphane, de notre ami Didier, qui est sur Mac Forever, allez voir. Il teste justement le Wi-Fi 7 et il explique comment c'est important aujourd'hui le Wi-Fi 7 pour, énormément dans les années qui viennent, pour pouvoir véritablement profiter et échanger lorsqu'on fait un airdrop d'un fichier ProRes. Croyez-moi, c'est agréable. Tu parlais du Wi-Fi justement. La vraie nouveauté, la vraie surprise, on en parle depuis plusieurs mois, ce serait qu'Apple non seulement produirait, on l'a dit à l'instant, son modem C1 maison, mais produirait aussi son modem Wi-Fi, sa propre carte Wi-Fi 7 maison. Voilà, et là pour le coup, ça serait donc pour toute la gamme des iPhone 17 et futurs. De toute façon,
Ça serait ça un peu qui serait. Alors, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de tout maîtriser, oui. De tout maîtriser pour avoir, évidemment, pour que ça leur coûte le moins cher possible, pas passer par des fournisseurs de composants externes, et pouvoir assurer une meilleure consommation électrique. Et peut-être que, comme ça sera peut-être facile de créer ces cartes, peut-être ils feront une petite usine dans le Texas, ça fera plaisir à Donald Trump. Je ne suis pas certain. Non, moi non plus, mais bon. Pour l'instant, les États-Unis, c'est plutôt, encore une fois, rappelons-le, à part pour la production des puces, la TSMC, et on sait que c'est compliqué, ce serait uniquement de l'assemblage, hein, c'est-à-dire on fait venir les composants qui sont produits ailleurs. Hein, sachant qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'usines, c'est de l'assemblage, d'usines Apple. Oui, bien sûr. Shenzhen ne produit pas des puces. Exactement. Donc, mais il y a aussi un savoir-faire nécessaire qu'ils n'ont pas encore réussi à réunir. Alors, on en parlait tout à l'heure en préambule de ta volonté d'avoir, toi, plutôt, on va en parler dans le chapitre suivant, un modèle Max, voire un modèle Ultra, vraiment plus endurant et plus costaud. On a en tout cas un indice qui montre qu'Apple s'y dirige avec un nouveau système de refroidissement dans les iPhone Pro. Ouais, en fait, c'est intéressant. En fait, il pourrait inaugurer ce qu'on appelle une chambre à vapeur pour éviter ce qu'on appelle le bridage thermique. Donc ça serait intéressant de voir comment ils transfèrent une expertise, enfin, en tout cas une technologie utilisée dans d'autres domaines, un domaine aussi petit que l'intérieur d'un téléphone. Donc voilà quoi. Et là encore une fois, on voit l'avantage de maîtriser le hardware et le software, et ça c'est plus facile pour Apple d'introduire ce genre d'avancée. Une réaction d'officier ludique sur Twitter. Il nous dit, j'attends comme chaque année le modèle Pro. Je ne vois pas l'intérêt du futur modèle. Présente beaucoup de compromis, tu vois, autonomie photo pour un gain inutile de finesse. 17R, là. Bien sûr. Hein. Pour le Pro, j'attends une meilleure autonomie, une chauffe contenue et des progrès en photo. Bon, et un série qui marche, le classique, quoi. Dernier chapitre de cette émission, ou presque, on va s'intéresser au One More Thing. Alors quand même, c'est bien de pouvoir dévoiler quasiment le portrait robot de l'iPhone quelques mois avant sa production. Pourquoi d'ailleurs maintenant on arrive à peu près à avoir une cartographie et un portrait robot réaliste, puisqu'on est à quelques semaines du moment où Apple commence à mettre en place sa chaîne de production pour lancer la production raisonnablement fin juillet, début août, pour une disponibilité au mois de septembre. La première surprise, on le disait, ce serait un One More Thing, voire un Ultra point d'interrogation. Pourquoi Ultra ? Parce que l'iPhone 16 Pro Max serait débaptisé pour profit d'un modèle Ultra. C'était aussi une rumeur récurrente qu'on a vu apparaître il y a quelques temps, messieurs. Hein, il y a presque 2 ans maintenant. Les noms, le naming, les numéros d'iPhone, a priori, sont toujours été plus ou moins cohérents, à part au tout début. Mais là, en gros, c'est plus de compromis à la finesse, en tout cas, sur l'iPhone 16 Pro Max ou l'iPhone 16 17 Pro, 17 Pro, Ultra ou 17 Ultra, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais Ultra, en tout cas, ça copierait le copain coréen. Le copain coréen ou la stratégie aussi de l'Apple Watch, simplement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait de ce 17 Pro Max ou 17 Pro Ultra, Laurent ? On a dit que le R privilégiait plutôt la finesse, le Pro pourrait augmenter son épaisseur pour lui, au contraire. Donc moi, je suis presque content, et augmenter la capacité de la batterie, quoi. Ce qui fait que le fait d'être ultra, ça ferait l'épaisseur gagnée donnerait. Ça, mais en fait, c'est pas aussi. On passerait un demi-millimètre. On passerait d'un demi-millimètre. Ouais, mais 8,75 à 8,25. 8,25 à 8,75. Ouais. Mais un demi-millimètre sur toute la taille du truc, tu gagnes quelques milliampères, quoi. C'est toujours la même chose. Si tu gagnes 1 heure, c'est une bonne heure. C'est même plus qu'1 heure, là, j'espère. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que on a posé la question aux gens, tu vois, sur l'encoche derrière du téléphone, du décalé. Il y en a plein de gens qui disent, moi je m'en fous de cette encoche. Je préfère que le téléphone il soit plus épais, qu'il y ait de la batterie et qu'il tienne toute la journée. Tu vois, c'est une question de poids. Ne pas avoir ce décrochage qu'on a ici, là, voilà, et faire que, évidemment, ça bouge lorsqu'on le pose. Et utiliser ce décrochage, le remplir et gagner 2-3 mm d'épaisseur de batterie. C'est ça. Ouais, bon. Pas le choix qu'a fait Apple, en tout cas. Je ne sais pas si vous choisirez, vous, entre l'épaisseur et la finesse, la grosseur et la finesse. Écoute, j'attends de voir. Moi. Je laisse la chance au produit, mon cher Stéphane. Une chose est sûre, il n'y aura pas en septembre, Stéphane, d'iPhone pliant. Non. Pas d'iPhone pliant chez Apple. Non. Et donc, il travaillerait sur un téléphone pliable qui sortirait
entre fin 2026 et début 2027. Voilà, donc bon, on verra. Donc il y a beaucoup de défis pour se lancer dans cette là, même s'il y en a beaucoup qui rivalisent d'ailleurs d'ingéniosité, pas seulement Samsung. Il y a beaucoup de constructeurs chinois qui ont fait des très beaux modèles. Maintenant, ce sont des défis qui subsistent, notamment en ce qui concerne donc la durabilité de la charnière. On sait que Samsung y travaille depuis de nombreuses années maintenant. Ouais, Samsung a dit que ça correspondait à au moins 200 000. Ils ont dit au moins 200 000 parce qu'ils sont pas allés au-delà. Ouverture, donc ça faisait 10 ans d'ouverture et de fermeture. Donc bon, large. Donc bon, je pense que quand même, ils peuvent se nourrir de ces productions. Il y avait quelque chose d'ailleurs concernant l'écran que j'ai oublié de dire, c'est que le fruit donc de ces recherches sur les téléphones pliables de Samsung a permis de mettre un verre beaucoup plus fin et très solide d'ailleurs sur le nouvel Edge qui a été présenté. D'accord. Et donc le fait d'avoir travaillé sur les pliables ces dernières années leur a permis d'avoir cette avancée que Apple va devoir rattraper. Et je suis sûr qu'ils la rattraperont de ce côté-là parce que j'ai aucun souci pour les écros. Ouais, surtout que c'est pas eux qui font les écrans. Bah oui, voilà, les écrans, ils les achètent à Samsung. Donc en fait, ils vont bénéficier de ce que Samsung était capable de faire. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Tu m'as compris. Le principal frein à l'adoption, si on en croit ce que disaient les gens en interne chez Apple, et Christophe nous le répète souvent dans cette émission, Christophe Degrave, c'est qu'ils veulent un écran pliable où il n'y a aucune visibilité de pli sur l'écran. Ouais. C'est ça vraiment le modèle. Moi, je l'ai de fait sur celui-là. Ouais, déjà. Moi, je l'ai. Je considère que je l'ai. Mais moi, je le vois d'ici. On le voit d'ici depuis. Il y avait au fur et à mesure, dans les premiers modèles, vous aviez une blanche prononcée. Mais là, Apple ne veut plus de pliure. Ne veut pas. Mais ça, ils peuvent toujours rêver. Écoute, rendez-vous en 2027. Laurent, la principale avancée en marge de l'arrivée de l'iPhone, et c'était vraiment une demande en préambule de nos... Ouais, c'est pas mal, mais là tu mets une photo son, tu triches. Donc la principale avancée, c'était un souhait de nos tweetos en préambule de cette émission. En marge de l'arrivée de ces iPhones, c'est une refonte visuelle majeure d'iOS 19, potentiellement la plus importante, tu le disais, depuis iOS 7. C'est ce qu'annonce aussi Mark Gurman. Tout le monde l'annonce. Ouais. Tout le monde l'annonce. On a des preuves dans certaines, certaines informations que ça se rapprocherait de l'interface du Apple Vision Pro. Ok. Moi, avec des nouvelles icônes. Ouais, je suis content de l'idée de la fusion des OS. Tu vois, moi, j'aimerais qu'il y ait qu'un OS. Tu vois. Ah oui. Et donc. Imagine le travail que ça représente. En revanche, bon, ce qu'on appelle le radius, c'est-à-dire l'arrondi du bord des icônes. Sur le Vision Pro, tu as même des icônes presque rondes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc du coup, j'aimerais pas un truc intermédiaire. J'aime bien les icônes carrées avec un boron. Je déteste les icônes totalement carrées, mais les icônes carrées avec un boron, ça m'allait bien. L'icône ronde, ça me va moins bien, mais ça me va. Mais j'espère celle intermédiaire avec un truc qui serait un début de rond et puis tu vois, ça serait catastrophique en termes de design. Ça me plairait pas. C'est les goûts, les couleurs. Hein. Mais voilà quoi. Une réaction de Mano, une question pour Stéphane, Laurent. Ouais, il dit apparemment il y a un monde similaire à Dex sur Samsung sur ce nouvel iPhone. Et que pense Stéphane Zibi? Est-ce qu'il s'en sert au quotidien? Est-ce vraiment utile? Alors, rappelle qu'est-ce que le Dex? C'est apparu il y a des années chez Samsung. Exactement. On pose son téléphone. Et sous réserve d'avoir un ordinateur sous Windows, quand même, je précise, vous avez la possibilité de faire en sorte qu'un écran, votre téléphone devienne une sorte d'ordinateur. Tu n'as pas besoin d'ordinateur sous Windows, tu as juste besoin d'un clavier et d'une souris. Non, mais il était dans les spécificités de Dex, il disait qu'il était pour faire l'installation. L'installation, etc. Machin. Donc en gros, je précisais. Hein, en fait, ton téléphone se transforme en ordinateur. Exactement. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce fameux épisode qui s'appelle Nosedive en anglais, qui s'appelle Chute libre en français dans Black Mirror. Marqué, ça. Ah bah oui, non. Saison 3, épisode 1, je précise. Celui-ci, on voit très bien l'héroïne qui essaie de cumuler ses points, qui vient de faire sa photo de café qu'elle n'aime pas pour gagner des points. Elle arrive au bureau et le premier truc qu'elle fait, d'un téléphone qui ressemble bizarrement à un iPhone, elle le pose sur un deck, comme ça, et quand elle voit sur son ordinateur, son écran, c'est son iPhone qui devient un ordinateur. Donc ce que tu évoquais... Une solution totalement hybride. Totalement, voilà. Tout est intégré, et donc à la fin, et donc ça... Peut-être que c'est le début de cette révolution qui a été proposée. Sachant que, si on réfléchit, l'iPad, ils l'ont déjà fait indirectement. Hein. Là, j'ai une souris, je bouge la souris, j'ai une souris qui apparaît à l'écran. Hein. Ouais, voilà, donc, tu vois, on n'est pas loin. Hein, tu vois, on n'est vraiment pas loin de ça. Quoi. Et je pense que, sous réserve, et donc quand on me demandait pourquoi tu passes pas de l'autre côté chez Samsung, je vous répète, le seul truc qui me fait retenir... On en revient toujours au Mac. C'est le Mac. Et voilà. Et macOS.
et macOS, mais c'est impossible d'aller sous Windows, impossible. Ouais, et encore une fois, par contre, le problème d'Apple, c'est qu'ils n'ont pas une vision hybride. Hein. Ils veulent rester dans des familles de produits. Ils veulent pas, même si c'est des OS en commun entre iPadOS, macOS et iOS, on peut installer des applications, ça reste une puce Apple Silicon, ça peut fonctionner. Ils veulent catégoriser des produits et amener un utilisateur à acheter différents types d'objets et pas simplement un seul qui sache tout faire. L'avenir le dira. C'était effectivement une rumeur qu'on a vu passer ce printemps de l'arrivée d'une fonction du bureau étendu, on pourrait l'appeler comme ça, équivalent du DeX chez Samsung sur les prochaines générations d'iPhone. Moi, j'y crois pas à court terme. En tout cas, l'avenir nous le dira. Voilà, on a essayé de résumer de manière la plus précise les principales avancées de cette gamme d'iPhone 17 qui arrivera en septembre. Il y aura d'autres annonces qui devraient arriver. Suivez le Busiomètre pour ça. En attendant, place à nos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Stéphane. Alors, on teste énormément de nouveaux produits en IA chaque semaine. Ça, c'est une folie. Ça, c'est certain. Mais il y en a un dont je vais vous parler qui s'appelle Manus, qui est un véritable. C'est vraiment pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai testé beaucoup d'assistants, beaucoup de LLM, mais celui-ci est très particulier. On l'a sur un site internet, sur manus.im, et sur iOS. Et je ne vais pas vérifier sur Android d'ailleurs, mais bon, en tout cas sur iOS, vous l'avez. Voilà, il l'a dit. Voilà, et je peux vous dire que c'est un véritable assistant. C'est-à-dire que même quand vous avez quelque chose de très compliqué, par exemple, j'avais un fichier InDesign online, et ben, je lui demandais de m'analyser ce document-là. Alors que tu n'avais pas l'application. J'avais rien du tout. J'avais juste le truc qui s'affichait. Je ne pouvais même pas en faire une solution de mise en page. J'avais pas de PDF, j'avais rien. Il s'est débrouillé pour me faire des captures d'écran, pour faire de l'OCR, pour me faire un résumé de cette présentation. Génial. Il me fait tout. Donc pour l'instant, vous devez vous connecter sur le site et faire une demande et il vous accorde de façon presque un peu aléatoire C'est une version bêta aujourd'hui ? C'est en test, bien sûr, parce que vraiment, je vous dis, ils ne peuvent pas assumer une énorme demande. Il me reste quelques codes que je donne aux copains dès que je les croise pour qu'ils puissent tester, parce que c'est vraiment un super agent. Mais c'est quoi le pédigré de Manus ? C'est quelle origine ? Je n'ai pas vérifié, mais je vais te le dire. Ça, c'est une très bonne question de journaliste. On en parlait juste avant. Voilà, il n'y a pas que l'intelligence artificielle dans la vie. Ouais, je sais. Mais non, mais c'est une bonne. Qui se cache derrière Manus ? Je vais te dire ça dans une seconde et demie. Sinon, je te mets un gros Manus. Tu vois un gros Manus, d'accord, ok, bon, bah très bien. Bon, je vous le dirai. Attendez, non. Alors, on va passer au coup de cœur de Laurent et tu le diras après. Laurent, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine ? Mon coup de cœur, c'est la Purvis 2 de chez Lark. C'est une bouteille, et comme un idiot. Bip. Elle est là-bas. Ouais. Et donc en fait, tu sais que bon, j'essaie de me forcer à boire un petit peu plus. Et j'aime bien le concept. J'avais choisi plusieurs fois des bouteilles. De l'eau, tu parles. De l'eau. Oui, non, ça on avait compris. Là, je bois plus d'alcool, les gars. C'est désespérant. On voit, il a fondu, regardez. Plus d'alcool, c'est désespérant. Et donc Tu devrais, hein, ça aurait mal. Et donc j'avais toujours une bouteille avec moi. Et en fait, tu te rends compte que la bouteille, au bout de, tu vois, dès que tu l'as remplie 2 fois, elle sent mauvais, tu vois. Alors, mes enfants, ils me disent, il faut boire en Wi-Fi. C'est ce que c'est boire en Wi-Fi, hein. Tu ne peux pas mettre la bouche sans contact. Ouais. Donc, voilà. La génération. T'as pas entendu ça? Non. Tu bois, tu sais. J'ai compris, j'ai bien compris, là, c'est bon. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es un peu un couillon. Ça marche pour faire des enfants comme ça aussi, non? Non, mais donc, tu vois, tu as besoin de boire, tu vois. Bah oui. Et donc, du coup, j'ai relation sans contact. Donc voilà, donc du coup pour boire, et c'est vrai que tu passes ton temps à laver, donc moi je fais le roulement, et ben ce que fait Lark, c'est Lark fait 2 choses. La première, c'est que la dernière version, tu as un filtre à l'intérieur qui te filtre l'intégralité. Tu peux mettre de l'eau pourrie, hein, tu prends de l'eau à la sortie de la gouttière, tu peux la boire, il t'arrive rien. Et la deuxième chose qui est géniale, c'est qu'ils reprennent le concept de leur première bouteille, c'est qu'il y a une lampe à ultraviolet, donc en fait tu remplis ta bouteille, tu appuies dessus, et tu as une lampe ultraviolet donc dans un container fermé, et donc en fait elle te désinfecte l'eau, donc il n'y a jamais ce problème d'odeur, de bactéries qui se développent, qui sont normales, hein, qui sont autour de la bouche. Il y a plus de bactéries dans la bouche que sur une cuvette des toilettes, hein, il ne faut pas l'oublier. Merci Laurent. De mon côté, mon coup de cœur, c'est le dernier ouvrage publié par Luc Julia, vous savez, l'un des papas de Siri. IA générative, pas créative, hein, c'est le sommaire, enfin, le titre du dernier ouvrage de Luc Julia. Il nous plonge au cœur de l'IA et de son potentiel pour le futur. Hein. Quel impact, on en parle souvent dans cette émission, quelles menaces, et quels sont vraiment les vrais potentiels de ces intelligences artificielles génératives qui promettent beaucoup en bien et parfois en mal, mais vous le lirez, elles sont loin d'être créatives, ce qui est plutôt un bon message d'espoir pour
le futur et nos générations de créatifs dans quelques années. IA génératif, pas créatif par Luc Julia aux éditions Le Cherche Midi à acheter dans toutes les bonnes boulangeries. Mon cher Stéphane, est-ce que tu as trouvé l'info? Qui se cache derrière le... Il me semble qu'ils viennent des États-Unis. D'accord, derrière Manus. Ok, bon, bah, écoute, on va tester, on en reviendra la semaine prochaine. Merci Stéphane, merci Laurent d'avoir participé à cet épisode d'On refait le Mac. Merci de votre côté pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre chaque semaine, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le petit bouton et sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que nous sommes également disponibles en version audio on l'oublie parfois, sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Vous pouvez nous écouter en faisant votre jogging le lundi matin et préparer comme moi votre summer body. On se retrouve sans faute la semaine prochaine. On compte sur vous. Salut.